l'heure de votre journal d'information sur la première. Yorana, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité de ce mardi soir, les amateurs de tomates voient rouge. Impossible, voire difficile de trouver ce légume sur les étals. Et dans le cas contraire, la loi de l'offre et de la demande s'impose. Le prix du kilo est multiplié par 2. Le conflit social perdure dans le secteur des hydrocarbures. Les négociations sont au point mort et le gaz pourrait aussi manquer ces prochains jours. Une nouvelle alliance des autonomistes pourrait-elle réellement voir le jour? Oui, peut-être, mais faut-il encore pouvoir assembler tous les partisans? La troisième force politique du pays n'a pour l'heure reçu aucun appel. On parlera politique ce soir, mais aussi développement économique et pouvoir d'achat avec le président de la Polynésie, Moïtei Broderson, est l'invité de ce journal. Enfin, vous découvrirez aussi dans cette édition le nom des sportifs ultramarins qualifiés pour les Jeux Olympiques, dans la liste des Polynésiens, bien sûr. Vous l'avez probablement remarqué, il est très difficile de trouver des tomates à des prix raisonnables. Le tarif du kilo de tomates a explosé jusqu'à 1020 francs le kilo dans un supermarché de la côte Est. Oui, vous avez bien entendu. La faute aux conditions météorologiques de ces dernières semaines et sans surprise dans les grandes surfaces. Les clients sont abasourdis face à une telle augmentation. Plus de détails avec Kaline Liénard et Nicolas Suire. Il faut le montrer au gouvernement, là. Il blabla à la télé, là. Il faut montrer, là, 1020. Le kilo de tomate, 1020 francs. Je suis obligé de prendre que ça. Pénurie rime avec intempérie, la même rengaine des agriculteurs à chaque saison des pluies. Des plants noyés, résultat des fruits et légumes atrophiés, vendus tout de même et à prix d'or, 50% plus cher qu'à l'accoutumée. Je suis venue pour acheter des légumes, mais les tomates spécialement, elles sont pas belles, hein. Elles sont petites. J'ai du mal à en trouver 4 ou 5 qui me conviennent. J'ai voulu prendre un chou, c'est pas possible. Le chou, il n'est pas à mettre en rayon, je dirais. Il pourrait être donné peut-être aux animaux, mais pas pour nous, là. Pour l'instant, c'est pas possible. La loi de l'offre et de la demande régit le marché où quand rareté va de pair avec cherté, le producteur fixe ses prix. Le kilo est passé de 500 à 750 francs. Par rapport à nos livraisons, on prend ce qu'il y a et bon, après les tarifs, c'est l'agriculteur qui nous les fait. Nous, on a des prix réglementés, donc on ne peut pas aller au-delà. C'est d'abord le local et si vraiment on n'a rien au local, là on peut passer en import. Pas question d'importer au marché de Pirée. Nadège se contente de la proposition de son fournisseur habituel. 60 kilos de tomates, soit 2 fois moins qu'en temps normal. Et comme tous les commerçants, elle applique la marge réglementaire de 35%. On les paye plus cher que ce qu'on a d'habitude quand c'est la haute saison. D'où le fait que vous les revendiez un peu plus cher, voilà. Mais on est moins cher quand même que les magasins. Vous le voyez, les choux sont aussi victimes de la pluie et le prix en conséquence 945 francs le kilo. Il faudra donc attendre le retour du beau temps pour pouvoir reconsommer ces fruits et légumes gorgés de soleil. Et nous allons parler pouvoir d'achat tout de suite avec notre invité, Monsieur le Président Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Évidemment, le pays n'a pas de pouvoir sur la production de légumes, mais il a le pouvoir d'agir sur les prix. Des tomates en PPN à 1020 francs le kilo, cela vous choque ? Cela me choque, non, ça me surprend, mais après tout, c'est l'offre et la demande qui régit donc la quantité et le prix des tomates qui sont fournis aux distributeurs. Et ensuite, les marges des distributeurs, elles, sont fixées par le régime des PPN. Alors justement, dans le programme de Taveni Huir-Atirador des élections territoriales, le parti promettait d'améliorer le contrôle des marges et des prix, mais aussi d'élargir la liste des prix bloqués. Cette promesse ne sera pas tenue cette année. Si, elle sera tenue, mais il faut d'abord faire une étude sérieuse de justement sur quel article on va faire ces listes. Et puis, il faut mener conjointement, je pense, un ensemble de réformes. C'est l'objet de 2024, c'est la réforme fiscale en profondeur et c'est la réforme des comptes sociaux. Si vous réformez, par exemple, la liste des produits bloqués sans vous interroger sur la TDL, ça n'a pas forcément une grande incidence. Donc c'est un ensemble. Le système fiscal, c'est très compliqué. Est-ce qu'on rend d'une main, on le reprend de l'autre? Ce sont des vases communicants, donc il faut faire très attention. On sait aussi que mettre en place des réformes, ça prend du temps. En attendant, qu'est-ce que vous dites aux Polynésiens? Vous leur dites, tenez bon, soyez patients?
En attendant, je pense qu'il faut adapter ses habitudes alimentaires, il faut essayer de consommer plus local. Alors on le voit, parfois c'est difficile. En ce moment, c'est un climat un peu particulier qui est propice aux maladies sur les tomates notamment, mais aussi les choux. Donc il y a un travail de recherche qui est effectué au niveau des services du pays pour développer ou sélectionner des variétés qui soient plus résistantes à ces maladies, de manière à ce qu'on connaisse moins ces pénuries. Tout ça, ça prend du temps. Et en attendant, il n'était pas possible de mettre en place des mesures pour venir soutenir le pouvoir d'achat des Polynésiens. Encore une fois, on peut prendre des mesurettes, mais ces mesurettes, elles ont un coût. Il y a forcément quelqu'un qui les paye. Il n'y a pas d'argent magique. Donc si on met en place des mécanismes de soutien à l'achat, on va aller chercher cet argent quelque part. Et donc les Polynésiens doivent continuer à garder espoir en attendant que ça aille mieux. Oui, je fais partie des gens qui, comme tous les Polynésiens, font leurs courses et constatent les prix dans les magasins. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Nous vous retrouverons un peu plus tard dans cette édition. Aujourd'hui, 27e jour de grève dans 3 sociétés de ravitaillement des hydrocarbures. Les négociations sont au point mort. Un autre préavis vient d'être déposé à Gaz de Tahiti, relaté Tahiti Info. Mais pas d'inquiétude, il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement et la livraison pour l'heure, assure la société. Le point avec Lucille Guichet et Mélissa Chong. Chargement d'essence à bord du Taporo 9 ce matin. Sur le quai, camions et élévateurs se suivent. Il n'y a pas de perturbation dans l'approvisionnement. Les grévistes de la STDO, STDP et Somstat entament pourtant leur 4e semaine de conflit social. Les négociations semblent au point mort. Aucune avancée pour l'heure. La société qui conditionne les fûts et cubis, tous ceux qui y travaillent sont ici, le piquet de grève. Et voilà, principalement pour les îles, c'est ça. Et pour tout ce qui est ravitaillement des bateaux, il y a une partie l'effectif de STDO aussi qui est ici, en grève. Ça ralentit un peu, mais bon, ils arrivent quand même à ravitailler. La direction n'a pas souhaité s'exprimer. Un autre préavis de grève a été déposé à Gaz de Tahiti. Des discussions sont prévues demain. Si aucun accord n'est trouvé, la grève pourrait être effective jeudi. Et elle pourrait concerner 55% du personnel affilié à la CSIP, syndicat majoritaire et signataire du préavis. Tahiti reste en alerte dingue de niveau 2. Un nouveau cas autochtone a été découvert à la Pointe Vénus, à Mahina. Une pulvérisation d'insecticides est prévue dans la zone demain et lundi prochain entre 5h30 et 8h. Vous l'avez entendu hier soir, des discussions sont engagées entre les représentants des partis autonomistes, Tevaro Fritsch, Edouard Fritsch et Gaston Floss. Objectif recherché, retrouver la confiance des Polynésiens pour revenir au pouvoir. Le président du parti Orange va même plus loin en évoquant une fusion. Ont-ils tous réellement enterré la hache de guerre ou est-ce une simple fumisterie ? Une chose est sûre, ce sont les électeurs qui auront le dernier mot. Caroline Fary, Patrick Singsi. Il ne faut pas simplement regarder comment est-ce qu'on peut se rassembler. Il faut créer une vraie nouvelle offre politique et regagner la confiance des électeurs. Mais je pense que ça devient urgent quand on voit ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Une plateforme autonomiste, comme envisagé en avril 2023, une belle utopie un peu trop récurrente pour certains. L'histoire nous a montré que ni les autonomistes ni les indépendantistes ne savaient rester unis. Et c'est depuis la chute en 2004 avec ce qu'ils ont voulu faire. Et donc du coup, je ne vois pas quelle est la plateforme qui pourrait exister qui tiendra sur la durée. L'union fait la force, quoi. Et comme ça, pour tout le monde pouvoir aller de l'avant. Si les pourparlers entre Tevaro Fritsch et les leaders des 2 partis autonomistes historiques sont en cours, rien n'est engagé pour les Verts de Ahere Apodinetia, ouverts à toute discussion, mais prudents sur les notions de statut. À ce jour, nous n'avons pas été contactés, ni par le Amui-Tahira, ni par le Tapura. Par contre, ce que je sais, c'est qu'on travaille de manière constructive à l'Assemblée sur tous les textes. Maintenant, sur une plateforme autonomiste, sur quelle base ? Pays associés, autonomie plus élargie, là, on n'a aucune information sur le sujet. Pour en savoir plus, il faut interroger Gaston Floss. En discussion avec Edouard Fritsch, le président du Amui-Tahira ne parle plus d'alliance. Il annonce une fusion autonomiste. Et nous acceptons la fusion, bien que ça nous fasse mal au cœur, mais c'est la solution la plus raisonnable pour revenir au pouvoir aux prochaines élections.
Un nouveau parti dirigé par un seul président, c'est dire si les débats s'annoncent houleux. Gaston Flosse se veut rassurant, aucun chef des 4 formations autonomistes en présence ne sera président. Nous devons nous entendre ensemble pour désigner le président de ce nouveau parti. Et évidemment, ce sera la difficulté de l'opération. Il faudra également s'entendre sur le statut, pays associé, souverain ou autonome. Les égos des élus devraient être mis à rude épreuve lors des prochaines rencontres. Moïté Broderson, vous y croyez, vous, à un retour en force des autonomistes? Et vous y croyez? Non, je pense que personne n'y croit réellement, même pas ceux qui essaient vainement de reconstruire le radeau de la Méduse pour, je sais pas, la 5e ou 6e fois. Donc non, je n'y crois pas un seul instant, mais bon, après... C'est eux qui sont, comme ils l'ont dit eux-mêmes, je l'ai entendu dans votre interview, l'objectif c'est de revenir au pouvoir. C'est ce qui les intéresse. Et aujourd'hui, vous pensez n'avoir rien à craindre malgré les tensions qui ont existé dans votre camp ces derniers temps. Mais aussi aujourd'hui, il y a une certaine amertume, peut-être aussi un petit peu de déception aussi du côté de la population qui avait placé tous leurs espoirs dans votre gouvernement. Oui, on le savait tout à fait quand on s'est engagé dans les élections. La situation était telle que les attentes étaient très élevées. Et on se doutait qu'on ne pourrait pas, d'un coup de baguette magique, satisfaire toutes ces attentes en arrivant. Ça prend un peu de temps, les choses se mettent en place, mais pour ce qui est de votre question sur le Tavini, c'est un seul et même bateau depuis 1977, il vogue tranquillement. Mais il y avait aussi des tensions au sein de Tavini, et jamais de division. Il y a des tensions, nous on appelle ça des discussions, c'est la démocratie. Quoi le secret? Donc c'est la démocratie. C'est ça, il faut avoir l'habitude de la démocratie, je crois que certains l'ont perdu. Nous allons parler de vos vœux à la presse maintenant. Vous les avez présentés aujourd'hui. À cette occasion, le président de la Polynésie a annoncé qu'un point presse sera organisé 2 fois par mois après le Conseil des ministres. Une formation au métier de journaliste relancée par le gouvernement Fritsch sera reconduite. Cette année, Moïté Broderson, vous recherchez toujours un directeur à TNTV. Vous annoncez aussi donc que la formation au métier de journaliste sera reconduite et puis des journalistes pourront vous accompagner dans vos déplacements internationaux. Vous en prévoyez beaucoup cette année malgré les polémiques? Alors moi je ne suis pas abonné aux polémiques, je fais mon travail, je ne fais pas de déplacement pour faire du tourisme. Je veux quand même rappeler aux uns et aux autres que mon dernier déplacement aux États-Unis notamment a permis l'installation de Google chez nous avec un projet qui représente 161 milliards d'investissements. Donc voilà, c'est pas du tourisme quand je me déplace. Sont des déplacements réellement essentiels pour le développement de la Polynésie? Alors je ne veux pas dire essentiel, personne n'est essentiel, rien n'est essentiel, mais utile, ça oui. Mon prochain déplacement qui est planifié, c'est à Paris normalement pour le SIOM, donc pour aller discuter de tout ce qui est convention entre l'État et le pays, de voir comment est-ce qu'on peut envisager le partenariat avec l'État sur les Jeux du Pacifique que nous devons organiser en 2027. Je ne pense pas que ce soit des sujets futiles et c'est encore une fois pas du tourisme. Je dois rencontrer également les dirigeants du CNC, le Centre national du cinéma, pour toutes les questions d'audiovisuel, pour voir comment est-ce qu'on peut étendre certains mécanismes qui aujourd'hui ne sont pas accessibles à nos sociétés de production ici ou à celles qui veulent venir produire chez nous, donc en Polynésie. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit futile. Le déplacement suivant, en mars, il est prévu à Singapour, dans la continuité de ce que j'ai fait au Forum des îles du Pacifique à Rarotonga, où j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères de Singapour, qui m'a donc invité à venir donc présenter à l'ensemble des investisseurs des 2 fonds souverains de Singapour, qui sont Temasek et le GIEC, l'ensemble des projets qui peuvent les intéresser ici en Polynésie. Donc là encore une fois, pas un déplacement futile, mais un déplacement utile. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir aller chercher les investisseurs à l'extérieur plutôt que d'en trouver sur le territoire même? Non, je pense qu'on a des investisseurs chez nous qui sont capables de réaliser certains projets. Ils le font déjà, ils n'ont pas attendu le gouvernement, ils n'ont pour certains pas besoin du gouvernement. Ensuite, il y a d'autres projets à d'autres échelles qui, là, peuvent intéresser des investisseurs étrangers qui ont certainement plus de moyens que nos investisseurs locaux. Par exemple? Par exemple, l'aéroport des Marquises. C'est un projet qui verra vraiment le jour? C'est un projet qui, pour la première fois, va avoir mené une étude conjointe entre l'État et le pays, donc qui va démarrer cette année. Une étude qui va examiner 3 options. L'option aéroport international, l'option aéroport régional, on va dire ça comme ça, et l'option aéroport domestique amélioré. Donc vous voyez, on avance de manière pragmatique, mais sûre.
Et par exemple, il y a énormément de chantiers aussi qui ont été annulés par votre gouvernement. Non, je pense notamment au village tahitien. Oui, voilà, c'est pas Est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt continuer et poursuivre ces projets plutôt que d'en chercher de nouveaux? Oui, quand un projet est mal ficelé, il faut le revoir. Le village tahitien tel qu'il avait été prévu par nos prédécesseurs, c'était 42 milliards de dépenses publiques. Est-ce que les gens qui se plaignent aujourd'hui du prix de la tomate sont prêts à accepter qu'on investisse 42 milliards d'argent public plutôt que dans d'autres dispositifs? C'est la question qu'il faut se poser. Le village tahitien, c'est aussi qui va construire tous ces hôtels qui étaient prévus. Les entreprises aujourd'hui ont des carnets de commandes pleins. Donc si demain on démarre le village tahitien, qui va aller construire ces hôtels? Où est-ce qu'on va trouver tous les matériaux de construction pour construire tous ces mètres carrés? Donc tant que j'ai pas les réponses simples et éclairées à des questions qui sont relativement simples, je dis on n'y va pas. On revoit le format, on rediscute, mais on n'y va pas comme ça, parce que c'est du délire. Et en attendant, vous souhaitez toujours accueillir 600 000 touristes, mais d'un autre côté, il y a aussi la défiscalisation qui inquiète les professionnels de l'hôtellerie. La nouvelle loi sur la défiscalisation. Quand on a un dispositif fiscal et qu'on touche au curseur, ça inquiète forcément ceux qui sont impactés. Ensuite, il faut prendre le temps d'expliquer ce qu'on veut faire. Sur la défiscalisation, je l'ai dit, je le redis, 5 milliards et demi de disponibles, 142 milliards de demandes. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Il y a forcément des déçus à l'arrivée. Donc nous, ce que nous disons, c'est que plutôt que de décevoir tous ces gens qui ne seront pas servis par la défiscalisation, nous préférons la concentrer sur des projets, je dirais, d'envergure moins grande que ce dont on avait l'habitude, et de réserver un autre dispositif qui est celui des grands investissements pour ces grands projets. Ça nous permettra au final, moins frustrer ces investisseurs locaux, mais qui sont sur des grands projets, plutôt que de les mettre tout simplement dans le pipeline illusoire d'une défiscalisation de 5 milliards et demi, à l'issue de laquelle ils ne seront de toute façon pas élus. Et vous pensez que le tourisme, qui est la première richesse du pays, ne sera pas impacté avec cette nouvelle loi fiscale? Il y a des hôtels qui annulent la reconstruction. Je pense qu'au contraire, et c'est ce qu'on observe, on va avoir un développement des pensions de famille qui sont justement la niche des projets que nous visons avec on va dire, ce remodelage de la défiscalisation. C'est ce que nous voulons encourager, la construction de pensions de famille, de petits hôtels dans les archipels éloignés notamment, c'est notre cible. Dans votre agenda, vous l'avez dit, tantôt des déplacements à Paris sont également prévus cette année. Et dans l'Hexagone, Gabriel Attal est nommé à la tête du gouvernement. À 34 ans, il devient le plus jeune ministre de la Ve République. L'ancien ministre de l'Éducation aura la lourde tâche de devoir s'imposer à un gouvernement plus âgé que lui et à une assemblée où il ne dispose pas de majorité. Moetai Broderson, le choix de la jeunesse, comme vous, que pensez-vous de cette nomination ? Alors sur le choix de la jeunesse, je ne peux qu'applaudir ce qui est fait par le président Macron, qui est lui-même le plus jeune président de la République de l'histoire de France, rappelons-le. Maintenant, la jeunesse n'est pas le seul critère, je pense, qui a prévalu à ce choix. Je pense qu'il a examiné un certain nombre de candidatures, dont des gens qu'on connaît bien ici, que ce soit M. Lecornu, M. Darmanin ou l'ancien ministre de l'économie et des finances. Au final, il a retenu Gabriel Attal. Je lui souhaite bonne chance. C'est quelqu'un que j'ai connu en tant que député, que j'ai pratiqué depuis mon arrivée en tant que président. Je n'ai pas de raison de douter de notre capacité de travailler ensemble, mais on verra à l'usage. Alors peut-être qu'un nouveau ministre des Outre-mer aussi sera nommé. Quelle que soit la décision qui sera prise, vos relations resteront bonnes avec l'État? Oui, je connais la plupart des ministres aujourd'hui qui composent l'actuel gouvernement. Je parie qu'un certain nombre d'entre eux feront partie du prochain gouvernement. Il y aura peut-être des nouveaux venus, mais le chef de l'État, ça reste le même et j'ai de bonnes relations avec lui. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec une majorité qui est inexistante à l'Assemblée nationale, cela vous inquiète en tant que président du pays ? Alors, si je me mettais à la place d'Emmanuel Macron, ce que je ne me souhaite pas, c'est effectivement compliqué de gouverner quand on n'a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale. C'était beaucoup plus confortable pour lui au mandat précédent, puisqu'il avait là une hyper-majorité, ce qui est un peu mon cas ici. Donc c'est compliqué. La tentation. Député indépendantiste, vous avez peut-être des discussions. Est-ce qu'aujourd'hui c'est facile de se faire entendre à l'Assemblée nationale sur des projets de la Polynésie
Polynésie, par exemple? Ils y arrivent très bien, puisqu'ils font partie du groupe GDR, qui était le groupe dans lequel moi, je siégeais également, qui est un groupe qui nous permet d'avoir très souvent la parole sur les sujets qui nous intéressent. Maintenant, pour revenir sur la dissolution, c'est toujours un choix cornélien. Le dernier qui a dissous l'Assemblée nationale, bon, il n'est plus de ce monde, mais il s'en mord encore les doigts, je crois. Merci beaucoup, Moïté Broderson, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Enfin, à moins de 200 jours des Jeux Olympiques, ils sont encore nombreux à rêver de ces JO à la maison, en France, à Paris ou en Polynésie. Beaucoup de sportifs devront attendre avant de savoir s'ils sont retenus ou pas par leurs fédérations respectives. D'autres ont déjà décroché leur précieux sésame. Qui sont ces ultramarins déjà qualifiés pour Paris 2024? Tour de piste avec Amanda Etifier. On la surnomme Bubuche. Amandine Buchard n'a pas caché sa joie en décrochant son ticket pour ces Jeux Olympiques de Paris 2024. La Martiniquaise de 28 ans rêve de faire mieux qu'à Tokyo, où elle avait décroché l'argent en individuel et l'or en équipe mixte. Tout comme la légende du judo, Teddy Riner, le Guadeloupéen qui est le judoka le plus titré de l'histoire avec ses 11 titres mondiaux et une triple couronne olympique, rêve lui aussi de poursuivre sa ruée vers l'or. Pour cela, l'ambassadeur de l'UNICEF continue de s'entraîner ardemment. Guadeloupéenne et assoiffée d'or, elle aussi, Sarah Léonie Cizic démontre sa puissance avec des performances notables aux championnats du monde 2019 et aux JO de Tokyo. Sa médaille d'argent aux championnats d'Europe 2022 et le bronze en 2023 la qualifient pour les JO de Paris 2024. D'une manière générale, ces Jeux dans la capitale française sont synonymes de changement. Et oui, une nouvelle discipline fait son entrée, et c'est le Guyanais Danny Dan, de son vrai nom Danis Civil, qui incarne l'essor du breaking. Champion de France en 2022 et médaillé d'or au championnat d'Europe en 2023, il est qualifié d'office pour les JO de Paris. Et enfin, pour surfer sur la vague, Joanne Defay, la championne réunionnaise, enrichit son palmarès avec 5 victoires à la WSL et sa qualification aux JO de Paris 2024. Vainé Fierro, championne du monde WSL junior, et Kaoli Vast, triple champion d'Europe junior, représenteront tous deux la Polynésie avec leur sélection pour l'épreuve olympique sur la mythique vague de Te Aupu. D'autres ultramarins ont également réalisé les minima pour les JO de Paris. Tous ont les yeux rivés sur les prochaines annonces officielles des fédérations sportives. Ces athlètes ultramarins auront le privilège et aussi l'immense pression de représenter la France. Jamais autant de Français n'auront été présents dans les JO. Ils seront en effet plus de 550 sportifs à concourir contre 378 Français lors des derniers Jeux de Tokyo. Et sachez que les porteurs de flammes olympiques seront sélectionnés les 10 et 15 janvier. Ce symbole qui incarne un idéal de paix et d'amitié entre les peuples est attendu en Polynésie le 13 juin prochain. Nous arrivons au terme de ce journal. Voici l'une des informations principales.